Oui, donc on accueille Cyr Dioré. Cyr, donc ça s'écrit C-Y-R, c'est pas très courant. Donc voilà, comme disait Janie, êtes-vous un triste Cyr? Je ne crois pas, c'est même exactement l'inverse. Je vous classerai plutôt chez les joyeux de Rille. Vous êtes multi-entrepreneur, engagé sur le terrain associatif du management et de l'environnement, notamment chez Dirigeants Responsables, chez Germe, dans le réseau Entreprendre. Voilà. Et après un début de carrière dans les RH, vous fondez Coviae, conseil en management, et puis Greenfib, avec Luc Ménetré, ça se prononce comme ça, Ménetré. Alors Greenfib, c'est un petit peu le sujet aujourd'hui, propose une matière 100% biosourcée, recyclable, durable, fabriquée en circuit court et performante techniquement, destinée à nos objets du quotidien, capable de remplacer vertueusement des plastiques, des tissus, des emballages, etc. Alors Cyr, comme la signalétique lumineuse en cas d'urgence, et c'est bien le cas aujourd'hui, merci pour votre présentation Greenfib qui va nous guider vers les tissus de secours. Cher Cyr, c'est à vous. Bravo. C'est bon, j'ai un micro. Merci beaucoup pour cet accueil, pour cette journée. Tout à l'heure, j'ai dit, pour moi, c'est floral. Toutes ces interventions forment un bouquet vraiment, vraiment chouette. Donc, merci pour ça. Je vais vous embarquer dans une petite aventure avec Greenfib. Je vais mettre mon petit chrono pour maîtriser le truc. Hop, ouais, c'est parti. Donc voilà. Alors, je suis parti du titre que vous avez lu, qui est, j'appuie sur quoi pour avancer, ici? Ça marche. Si, ça va. Donc là, je suis parti du titre Alternative plastique, les matières biosourcées. Parce que les mots ont un sens, on le voit depuis ce matin, hein, quand on parle de fortement ou d'exclusif, c'est pas la même chose. Et donc j'ai voulu repartir de ces mots. Alors quand je prends la définition de alternative, je vais moins l'employer, je pense, parce qu'en fait, c'est succession de deux choses contraires qui reviennent tour à tour. Donc j'ai pas trop envie que le plastique pétro-sourcé revienne après le biosourcé. Le plastique, dans le langage courant, on associe plastique et pétrole. Si on reprend la définition, en fait, une matière qui est plastique, moi j'étais en art plastique au collège il y a quelques dizaines d'années. En fait, c'est lié à la capacité à transformer ou à modeler la matière. Et puis chez Greenfib, en fait, on essaye de faire en sorte que le plastique, en tout cas notre matière plastique 100% biosourcée, on se débrouille pour que tous ceux qui la touchent, ils développent leurs éco-comportements. Parce que l'éco-conception, c'est nécessaire, ça concerne quelques-uns. Les éco-comportements, pour moi, ça concerne tout le monde. Comme il faut à peu près 2 personnes pour concevoir un enfant. Alors les poissons, c'est différent. Mais et on dit en Afrique, il faut tout un village pour l'éduquer. Ben voilà, pour moi, il y a un peu cette notion entre l'éco-conception et les éco-comportements. Je pense que c'est important qu'on bosse dessus. Et donc cette matière-là, c'est un copain de collège qui l'a inventée. En 2008, il y a réfléchi. En 2011, il a breveté. Il était opticien, rural, indépendant. Il ne savait pas ce que c'est qu'une entreprise ni l'industrie. Donc il n'en faisait rien. En 2017, moi, je l'embarque dans un séminaire un peu de fou à l'occasion de la commémoration du centenaire du débarquement américain de 1917. On avait créé un séminaire pour 800 personnes avec 75 experts, Jean Jouzel, etc. Et là, il se dit, j'ai une pépite dans les mains et j'en fais rien. Puis moi, quand j'en parlais à mes copains experts écologiques, ils n'arrivaient pas trop à me coincer sur la cohérence écologique de cette matière. Donc, je lui ai dit, écoute, si tu veux, Luc, on s'associe. Toi, tu t'occupes de la matière. Moi, j'ai un peu un parcours indus quand même aussi, donc je peux aider. Et puis moi, je m'occupe de la manière pour que tous ceux qui touchent cette matière, les fabricants, les distributeurs, les usagers, ils changent leur comportement au quotidien. Donc les matières biosourcées, vous avez dû lire la petite définition pendant que je parlais. Je rajoute simplement, quand vous voyez écrit biosourcé, en fait, il y a à partir de 20% de matière biosourcée dans une matière et donc 80% de pétrosourcée. Juridiquement, aujourd'hui, on a le droit d'écrire matière biosourcée. On est exactement dans la même logique que le fortement et l'exclusif.
Donc nous, on est 100% biosourcé. Et puis, il y a un mot qu'on a utilisé un peu aujourd'hui. On a parlé de la santé tout à l'heure et de l'écologie. C'est vrai que l'écologie, ça peut être un peu dogmatique. Pour moi, c'est juste pragmatique en fait, parce que étymologiquement, c'est clair. Écologie, c'est connaissance de la maison, et économie, c'est gestion de la maison. Donc on apporte une bonne réponse à une question qu'on a bien posée. Donc mieux on connaît la maison sur laquelle on est, notre maison intérieure, plus on a de chances de fonctionner de manière adaptée. Voilà. Donc moi, voilà, je suis plutôt un pragmatique et pas un dogmatique. Je peux être aussi un petit peu poète. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai invité à pousser la chansonnette pour démarrer l'après-midi. D'où je vous parle, pas complètement d'ici, même si on peut se dire que ça devait être quand même incroyable de voir dans le ciel juste la Terre, en fait, en face de soi. Alors, ça m'arrive quand même de reproduire un petit peu l'expérience en format réduit, en laboratoire, avec un écran qui fait 4 mètres de diamètre, sur lequel on projette la Lune ou la Terre. Et puis je suis là tout seul avec vous aujourd'hui, mais Greenfield, c'est toute une équipe qui bosse ensemble. Et donc la guitare qui est ici, que je vais allumer tout à l'heure, son corps est en matière Greenfield, donc je trouve que c'est un objet qui est assez illustrant de ce qu'on essaye de faire. Alors, je vais vous parler un peu de la matière. Je vous ai déjà parlé de Luc, donc je passe. Donc cette matière, c'est quoi? Si je vais être exigeant avec ceux qui utilisent les objets, il faut que je sois le plus transparent possible sur ce qu'on est et ce qu'on fait. C'est un mélange de charges végétales qui peuvent être du bois, du roseau ou organique. Alors du coup, je me pose plein de questions depuis ce matin parce que l'organique, c'est la soie de mer, c'est comme ça qu'on l'appelait en Méditerranée. Son nom scientifique, c'est le byssus, et en fait, c'est le filament qui permet à la moule de s'accrocher. Donc je me dis, mince, est-ce que j'ai du mercure là-dedans, moi, maintenant? Même si je le prends plutôt dans la Manche ou dans l'Atlantique, je vais creuser le sujet. Ces charges minérales, on les associe avec des charges végétales, organiques, à des charges minérales qui sont en fait du carbonate de calcium, qui peut être du déchet de marbre, d'huître, de coquille d'œuf, des choses comme ça. Et le liant, il est issu de l'huile de ricin. Donc 100% biosourcé, pas de terre vivrière et durable. Alors c'est pas une matière qui est compostable ou biodégradable. C'est un choix aussi parce que pour moi, le biodégradable ou le compostable ne nous aide pas à changer nos comportements, puisqu'on continue de produire, d'utiliser, de jeter, de produire, d'utiliser. Et je pense que notre enjeu majeur, c'est d'évoluer dans nos comportements. Donc, le côté durable des matières et des objets peut nous y aider. C'est une matière qui est plutôt performante, qu'on peut utiliser dans toutes les industries. En fait, elle s'appuie sur le PA11 qui est issu de l'huile de ricin, qui a été inventé dans l'après-guerre, quand on manquait de pétrole à l'époque. Et c'est une matière qui aujourd'hui a une filière industrielle mondiale, mais qui a toujours été mélangée avec du pétro-sourcé pour répondre au cahier des charges des industriels, jusqu'à ce que donc Luc prenne cette base-là, solide, qui a une filière, qui est performante, et il cherche à lui associer des éléments non pétro pour arriver à un niveau de performance industrielle qui va bien. L'analyse de cycle de vie, je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, c'est un peu comme le bac pour moi. Si on n'a pas le bac, c'est embêtant, mais une fois qu'on l'a, on ne fait pas grand-chose. L'ACV, c'est un peu pareil. C'est un peu le repère qu'on a aujourd'hui pour mesurer l'impact d'un objet, l'impact carbone, mais c'est loin d'être suffisant pour avoir une cohérence de l'objet. Ceci dit, on a une ACV qui est pas nulle du tout, et donc ça nous aide bien pour répondre à nos interlocuteurs qui ont une maturité pas très importante en matière d'écologie. Et puis ça comme ça date d'il y a 3 semaines. Je vais peut-être pas le garder très longtemps, mais ça fait toujours plaisir d'être identifié dans ce qu'on fait. Et donc c'est une matière qui aujourd'hui est utilisée pour la fabrication de pales d'éoliennes, pour la fabrication de stylos par BIC. La Region Box, j'adore en parler quand même parce que les piles qui sont là, c'est des piles alcalines. Toutes celles qu'on jette, celles qui sont réputées non rechargeables. C'est juste qu'en fait, on n'avait pas de chargeur adapté parce que le brevet, il était planqué et qu'au bout de 30 ans, il passe dans le domaine public. Et puis maintenant, on va pouvoir avoir des chargeurs pour recharger nos piles alcalines.
Reggenbox l'a lancé, et du coup, ils le font en matière green film. Voilà. Et puis les lunettes, mes lunettes, etc. Donc, il y a la matière green film. Je peux en parler longtemps, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je vais aussi vous parler de la manière green film. En fait, en général, quoi qu'on fasse, quoi qu'on vive, on est aligné, on est bien quand on est aligné entre sa tête, son corps et son cœur. Donc c'est ce qu'on essaye de faire chez Green Film. Et comment on fait? Alors déjà, on s'inspire autour de nous de différentes manières. Aujourd'hui, très concrètement, c'est aussi ce que je fais. Donc merci. On va dans des salons. Alors si je vais dans le salon de la plasturgie, je commence par longer les murs, parce qu'en fait, les gros milieux, ils ne sont pas très intéressés par le sujet, et c'est que les petits qui n'ont pas beaucoup de sous, qui sont contre les murs, avec qui je peux prendre de l'énergie ensuite pour essayer de convaincre les gros. Donc on va dans les salons plutôt écologiques et aussi métiers, et puis on s'inspire, Sator, c'est des MOOC hyper très performants, et sur le fond, et sur la forme, etc. Et One Home, c'est une ONG, et je vais vous en reparler à la fin. Donc on s'inspire autour de nous, on expérimente entre nous, comme on a la chance de partir d'une page blanche, on essaye d'être une boîte plutôt de demain que d'hier, pardon. Donc du coup, tout ce qu'on fait d'habitude pour développer une entreprise, on le challenge pour le faire à minima, pour se donner un maximum de place, pour faire autrement. Et donc concrètement, au niveau RH, ça veut dire qu'on n'a pas de dogme de forme, c'est-à-dire qu'on rencontre des personnes avec qui on va bosser, et puis après on prend le type de contrat qui leur va, en durée, en type de contrat, CDI, CDD, auto-entrepreneur, groupement d'employeurs, Presta, enfin voilà. Et puis on se dit que cette précarité qu'on a ensemble, c'est aussi une responsabilité pour nous d'être alignés dans notre projet, tête, cœur, corps, là, pour que les gens aient envie de rester avec nous aussi. Et puis l'idée, c'est que quand ils repartent de chez nous, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus garantir qu'on repart qu'à la retraite, c'est qu'ils repartent en étant plus autonomes, avec plus d'estime d'eux, plus de confiance en eux, et qui vivent leur vie de manière la plus heureuse possible. On n'a pas forcément, on ne se fixe pas d'objectif, en tout cas un seul, c'est de faire un maximum de quanti tant qu'on respecte nos objectifs quali. Donc on n'est pas très drivé par les objectifs. Et puis en termes de moyens, on s'est dit que c'était ridicule de construire une usine de plus avec tous les impacts carbone, piquer des gars, etc. Autant faire travailler les entreprises qui existent déjà. Et si on fait ça, on a c'est des sous-traitants, donc c'est pas très novateur. Mais du coup, on ne fait pas que ça, on crée régulièrement des séminaires où on réunit cet écosystème Indus et on les fait bosser sur l'analyse de cycle de vie, c'est quoi, qu'est-ce que vous en faites vous dans votre entreprise, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous risquez à travailler sur ce sujet-là, la robustesse, Olivier Amand, enfin un certain nombre de sujets qui nous paraissent importants pour qu'en tant qu'entreprise industrielle, on se transforme et on s'adapte. Voilà. Et puis voilà, on fait un certain nombre de choses, et puis on partage aussi. Donc on partage comme je peux le faire aujourd'hui, en s'engageant dans des réseaux aussi d'entrepreneurs. Séminaire écosystème, j'en ai parlé. Pour nos clients, on a des ateliers qu'on a appelés Booster d'impact, où l'idée c'est comment on peut aller plus loin dans leur idée pour qu'ils impactent plus. Je dis souvent que pour passer de 2 mètres à 2 mètres 20, il faut s'entraîner un peu plus, puis on finit par y arriver. Mais là, l'enjeu, c'est qu'on passe de 2 mètres à 5 mètres, en fait, dans notre manière de fonctionner, chacun et ensemble. Et là, faut inventer la perche. Donc, des fois, je suis un peu perché, mais ça me rassure, avec cette petite image-là. Je me dis que c'est pas trop grave. Voilà. Et puis, on partage, je l'ai dit. Je fais juste un petit zoom sur la robustesse. Peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà. En fait, tout le vivant est robuste, fonctionne de manière robuste. Et l'exemple que je trouve le plus parlant, c'est notre corps qui fonctionne à 37 degrés. Alors je fais attention à ce que je dis, parce qu'il y a des spécialistes dans la salle, mais ce que j'ai compris, c'est que quand notre corps il passe à 39 degrés, tous nos enzymes, tout notre système immunitaire, etc., il démultiplie sa puissance et sa performance. Donc c'est pas du tout à 37 degrés que notre corps est le plus performant. Il passe dans la performance quand il est à 39, mais en même temps, s'il est performant 3 semaines, et 3 semaines de fièvre, en général, on n'est plus là, quoi. Donc la nature est robuste. Et toutes nos entreprises, elles sont structurées
pour faire de la perf, quoi, économique principalement. Et donc, il faut qu'on change de mindset. J'ai rajouté cette petite image-là aussi, parce qu'en fait, on a parlé ce matin, les limites planétaires, pour moi, c'est juste, on s'est enfin donné un stéthoscope et un moyen de savoir c'est quoi l'état de santé de cet être vivant qui est là. En tout cas, c'est une hypothèse que je fais. Vous pouvez imaginer qu'elle est vivante, la Terre. Et donc, il faut absolument qu'on sorte de cette histoire de performance où on dépasse toutes les limites. La performance, on l'a par la maîtrise. Et depuis toujours, on essaye de maîtriser le plus possible avec notre contrôle de gestion, nos rétex, etc. Et effectivement, les champions du monde, ils ne sont pas champions du monde par hasard, ils maîtrisent parfaitement leurs gestes. Les grands musiciens, ils ont répété, parce qu'en fait, on obtient la maîtrise par la répétition. Et on peut répéter quand on est dans un environnement qui est stable. Et quand on bascule dans un environnement qui est instable, à ce moment-là, il faut développer une autre boucle qui est celle de la capacité à expérimenter. Donc faciliter l'expérimentation, c'est accorder le droit à l'erreur dans les entreprises, donc c'est changer complètement notre approche de travailler ensemble pour pouvoir s'adapter et pour du coup pouvoir devenir robuste. Et ça, c'est en 3 minutes. Faut qu'on passe d'une recherche de performance maxi et de robustesse mini à une recherche de robustesse maxi et de performance mini dans nos entreprises. Et c'est ce qu'on essaye d'expérimenter chez Greenfield et de le partager autour de nous. Et si vous voulez aller plus loin sur la robustesse, Olivier Hamon, il est trop agréable à écouter en plus et pertinent, je trouve. Donc soit sous la forme d'un petit bouquin qui est 58 pages, 3,90 €. Franchement, c'est un bel investissement. Et puis, si vous voulez aller plus loin, le MOOC de Saturn d'Olivier Hamon, il est passionnant. Voilà. Et puis, tête, cœur, corps et conscience aussi. On dit souvent tête, cœur, corps, on oublie la conscience. Et par rapport à ça, je vous raconte une petite histoire très vite. Ouais, l'histoire de One Home. Donc, 69. C'est quand même 400 000 personnes qui ont bossé sur ce programme-là qui était juste incroyable. Donc, Apollo 17, 7 décembre 72, première photo de la Terre et seule photo de la Terre dans son entièreté jusqu'en juillet 2015. Souvent, il y en a qui vérifient sur Google que je ne dis pas de bêtises. Je vous promets que je ne dis pas de bêtises. Et dans les années 90, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Gou, je vais vous en reparler tout à l'heure, qui lit ce bouquin, qui est un bouquin de témoignages des astronautes sur leur vécu émotionnel de cette expérience-là. Et en fait, ils sont tous revenus en étant transformés à vie, en plus. Et d'ailleurs, tous ces gens-là et tous les gens que je croise dans cette dynamique écologique, je leur dis, est-ce que quand vous avez fait un pas dans ce sens-là, à un moment, vous vous êtes dit, oh non, on fait chier, je retourne en arrière? Jamais. Tous ceux qui font un pas, quel que soit le pas, quel que soit le moment, chacun son chemin, jamais on revient en arrière, sauf si on l'a fait par contrainte. Et donc, tous ces gens-là, ils sont devenus plus poètes, plus positifs, plus écologiques, plus optimistes. Et ça a été étudié, ça s'appelle l'overview effect, ce changement d'état de rapport à la vie et à la Terre. Et donc Jean-Pierre, il se dit, si ça provoque ça, moi, je vais postuler à la NASA, parce que dans les années 90, il y avait un satellite qui devait être lancé par Al Gore pour filmer la Terre, et puis qui s'est présenté contre Bush, qui a perdu. Bush a cassé le jouet d'Al Gore dès qu'il a pris le pouvoir. Et donc Jean-Pierre, il s'était dit, il faut qu'on puisse permettre à tout le monde qui ne peuvent pas monter là-haut, de vivre cet overview effect. Donc moi, j'ai postulé à la NASA pour exploiter les images émotionnellement quand eux les exploiteront scientifiquement. Et puis bon, Al Gore donc, lance son projet. Le satellite devait être lancé au point de Lagrange L1 à 1 500 000 km de la Terre, sur l'axe Terre-Soleil pour qu'elle soit toujours éclairée, donc toujours filmée. Et l'histoire reprend avec Obama, qui relance le projet de satellite. Le satellite est lancé en mars 2015. Et en juillet 2015, on a la deuxième photo de la Terre dans son entièreté, Blue Marble 2. Puis après, à partir de septembre, un site qui publie des photos assez régulièrement. Et là, Jean-Pierre, il va travailler sur la fin de cette année-là, de 2015, en bon mathématicien qu'il est, en désynchronisant le mouvement de la Terre et le mouvement des nuages sur la Terre, pour recréer assez d'images à partir de ces images envoyées par le satellite, une dizaine par jour, parce que c'était encore la carte mémoire des années 90 qui était partie avec le satellite,
Ça fait partie des petites anecdotes un peu folles. On aurait pu imaginer qu'ils améliorent un peu le truc. Et pour sortir une vidéo 4K, donc avec son ami avec qui il a fait l'algorithme, il pleure un coup en voyant la Terre tourner devant lui pour la première fois. Il fait un post sur Facebook. Quelques heures après, il y a le patron du programme du satellite qui lui dit « Mais c'est quoi ce truc? Ça vient d'où? Faut qu'on se parle, comment vous avez fait, etc. » Quelques mois après, 4-5 mois après, il signe un accord avec la NASA pour avoir toutes les images de manière automatique et les mettre à disposition de tout le monde. C'est onehome.org aujourd'hui. Et puis, donc, il a fait un TEDx, vous pouvez aller voir là-dessus. Et puis, ça a été emparé dans les écoles, dans les événements. L'art s'est emparé de ça aussi. Ça, c'est un spectacle que j'ai eu la chance d'écrire sur un spectacle de théâtre équestre en résonance avec tout ça. C'était aussi à l'occasion de ce séminaire qu'a titillé mon copain Luc. Et comme je vous ai parlé de ça, je me suis dit quand même que c'était un peu trop frustrant de ne pas vous montrer quelques images de la Terre. Donc, j'ai mon instrument de musique. Alors, je suis pas un grand musicien. J'aime un peu écrire, donc j'ai écrit quelques chansons, dont une qui va bien avec ça. Donc, je vais gratter ma guitare en green film avec les images de la Terre. Et puis, on va pouvoir finir comme ça avant la pause. J'aurais juste un petit truc à vous dire juste après quand même. Voilà. Hop. Voilà. Ouais, ça c'est bon. Hop. Ouais, il suffit d'appuyer. Je pense que si j'appuie, c'est bon. Super. Donc c'est parti. Dessus la lune, dessous la terre, le monde est sans dessus dessous. Histoire de thunes, histoire en l'air. On en est fou, on en est où? Quart de lune, prendre son quart de conscience, prendre sa part, ne plus tomber de la lune. La science accroche notre conscience. Ne promettons plus la lune et n'allons plus la décrocher. Demi-lune, demi-conscience, pleine lune, pleine conscience. Dessus la lune, dessous la terre, dedans relié à dessus dessous. Terre à terre et lune à lune, alter ego de l'une et l'autre. Depuis toujours, nous rêvons, les yeux tournés vers la lune. La pleine lune, elle nous aimante. La terre-mère, elle est aimante. Alors la terre, elle est vivante. Une théorie pas déconnante. Rêvons les yeux grands ouverts, les yeux tournés vers la terre. Dessus la lune, dessous la terre, dedans relié à dessus dessous. Terre à terre et lune à lune, alter ego de l'une et l'autre. Les yeux tournés vers la terre, chemin de terre, chemin de rêve, de la déroute à l'autre route. L'homo sapiens à l'homo quoi. Croiser le fer, c'était hier. Choisir de faire autour d'une bière. Lever avec nos bottes de fer. Nos pots de terre à la biosphère. Dessus la lune, dessous la terre, dedans relié à dessus dessous. Terre à terre et lune à lune,
alter ego de l'une et l'autre, dessus la lune, dessous la terre, dedans relié à dessus, dessous, terre à terre et lune à lune, alter ego de l'une et l'autre. Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut remettre la photo du Petit Prince? Enfin, est-ce qu'on peut remettre juste l'image de le monde est sérieux? Parce que en fait, vous avez un truc de fou ici. Depuis ce matin, alors on a Cabrel qui tourne dans la tête, mais on a aussi une image qui est plus qu'inspirante pour moi, en tout cas pour Jean-Pierre, et du coup pour moi, Jean-Pierre Gouge, je vous en ai parlé. Parce que depuis toute sa vie, lui, un mathématicien, chef d'entreprise européenne et puis expert du syntaxe, donc scientifique lucide et poète, il travaille sur c'est quoi l'avenir de l'humanité. Et on est dans un lieu qui est important pour lui ici, puisqu'il est de Nice, et à Nice, il y a Yves Klein. Et Yves Klein, il avait à son époque créé ce qu'il avait appelé la Révolution bleue. Voilà. Et donc Jean-Pierre a écrit une trilogie qui s'appelle La Révolution bleue. Le premier tome s'appelle La Petite Princesse et est préfacé par Olivier Daguet, qui est le petit-neveu de Syntex. Et le deuxième tome sort La Clé des songes le 28 août prochain. Et en fait, ces deux personnages, Yves Klein et Syntex, sont très inspirants pour Jean-Pierre. Il a beaucoup bossé sur tout, il est hypermnésique, donc il retient tout ce qu'il lit et ce qu'il entend. Et en fait, un de ses constats, c'est de dire que quand on regarde l'histoire du vivant, on a toujours fait des sauts structurels quand on est passé du mono au multi, du monocellulaire au multicellulaire, des espèces à la biodiversité, etc. Et en fait, pourquoi le Petit Prince, là, il est si grand sur une petite planète, là? Enfin, il y a une espèce de disproportion qui est pas normale vu de notre fenêtre d'humain. Et en fait, ce que pense Jean-Pierre, c'est qu'on n'est pas 8 milliards de cellules, d'humains sur la Terre, mais on est 8 milliards de cellules d'une humanité présente sur la Terre. Et une humanité représentée par ce Petit Prince sur sa Terre, qui rencontre l'ensemble des maladies de notre humanité. Vous pouvez relire Le Petit Prince, on peut le relire indéfiniment, ce livre. Et donc, sur la couverture du Petit Prince, qui est le livre le plus présent dans le monde après la Bible, on a cette symbolique de cette peut-être avenir de l'Homo sapiens, que lui appelle Homo biosphéris. Et voilà. Et donc, si ça vous inspire, vous pouvez lire La Petite Princesse, vous pouvez aller sur le site révolutionbleue.fr, vous pouvez découvrir plein de choses qui sont en tout cas assez structurantes aussi de l'énergie dans laquelle je suis là avec vous et on anime Green Film. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.